Aussi connu sous le nom du tueur des relais routiers ou encore du tueur d'autostoppeuses, Robert Ben Rhodes est un homme particulièrement sadique qui séquestrait et torturait des jeunes femmes dans la cabine de son camion. C'est l'affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Robert Benjamin Rhodes est né le 22 novembre 1945 à Council Bluffs, dans l'Iowa. Il est le second d'une fratrie de 4 enfants. Élevé par sa mère dans les premières années de sa vie parce que son père était soldat dans l'armée américaine en Allemagne de l'Ouest, il est à l'école primaire lorsque ce dernier rentre de son service à l'étranger. Son père commence alors une carrière de pompier tandis que sa mère reste femme au foyer. À cette époque, la vie de Rhodes est relativement normale. Il participe activement à des activités extrascolaires en s'impliquant dans divers sports comme le foot ou la lutte et fera même partie d'un groupe de chorale et d'un club d'apprentissage du français. C'est durant ses années lycée, entre 1961 et 1963, que débute son parcours dans la délinquance. À l'âge de 16 ans, il est arrêté pour avoir vandalisé un véhicule et dans les années suivantes pour s'être battu sur la voie publique. Après avoir obtenu son diplôme en 1964, il s'engage dans l'armée à son tour, dans le corps des Marines plus exactement. C'est dans cette même période que son père est arrêté pour avoir abusé d'une très jeune fille de 12 ans et qu'il se suicide avant d'être jugé pour ses faits. Peu de temps après, en 1967, Rhodes est arrêté pour vol et est renvoyé de l'armée. Il s'inscrit alors à l'université mais abandonnera rapidement. Il postulera ensuite pour devenir agent de police mais ne sera pas retenu. Dans les années 70, il se mariera et aura un fils avant de divorcer et de se remarier à nouveau. Cette union prendra fin au bout de quelques années également. Au début des années 80, à la suite de ce second mariage raté, Rhodes rencontre une femme prénommée Deborah Davis dans un bar de Houston, le Ship Kickers. Il la séduit en lui faisant croire qu'il est pilote de ligne et après une période de flirt, le couple se met en ménage. Mais Rhodes sera accusé quelques années plus tard d'avoir abusé verbalement, physiquement et sexuellement de sa troisième épouse. C'est aussi durant cette même décennie qu'il développe un certain goût pour le milieu BDSM. En parallèle de sa vie maritale mouvementée, il travaillera dans des supermarchés, des entrepôts ou encore au sein de restaurants. Finalement, il trouvera sa voie en devenant routier longue distance. Enfin, en début d'année 1990, il sera arrêté en Arizona pour des faits d'agression sexuelle. En janvier 1990, Rhodes s'en prend à ses premières victimes confirmées, Patricia Walsh, 24 ans, et son mari depuis peu, Douglas Ziskowski, 28 ans. Le couple faisait de l'autostop depuis Seattle pour aller en Géorgie lorsque Rhodes les a pris dans son camion. Les futures victimes seraient montées dans le véhicule près d'El Paso, au Texas. Leurs corps seront découverts séparément. Le chauffeur a pratiquement immédiatement tué Ziskowski avec une arme à feu avant de jeter son corps dans le comté de Sutton le long d'une autoroute. Il ne sera découvert que bien plus tard et pas identifié avant 1992. Rhodes gardera en revanche Walsh à ses côtés pendant plus d'une semaine. Pendant cette période, la jeune femme est torturée et violée à de nombreuses reprises avant d'être également tuée par balle. L'auteur des faits jettera son corps dans une forêt près d'un canyon du comté de Millard, en Utah. Elle sera retrouvée 10 mois après son époux, mais l'identification de la victime prendra 13 longues années. C'est donc en 2003 que les policiers ont fait le lien avec le corps de son mari. Environ un mois après avoir pris la vie de Walsh, on sait que Rhodes s'en est pris à Shanna Holtz, que vous pourrez trouver sous l'identité de Nicole Tuttle dans certaines sources.
C'était une jolie jeune femme rousse, aux yeux bleus, âgée de 18 ans au moment des faits. Après l'avoir enlevée à Houston, au Texas, le routier lui a coupé les cheveux et a rasé ses poils pubiens. L'adolescente sera torturée et abusée sexuellement pendant pas moins de 2 semaines dans la chambre de torture mobile aménagée par Rhodes à bord de son camion. Son calvaire prend fin quand un jour le bourreau oublie d'attacher complètement ses menottes. Saisissant l'occasion d'échapper à son ravisseur, l'adolescente s'enfuit alors du véhicule en courant et va raconter l'épreuve qu'elle vient d'endurer à la police. Rhodes est arrêtée sur le champ, mais la victime traumatisée interrompt les poursuites, estimant qu'elle ne serait pas crue et doutant de la capacité des forces de l'ordre à la protéger de son agresseur. Quelques jours plus tard, en ce mois de février 90, Regina Kay Walters, 14 ans, et son petit ami Ricky Lee Jones, jeune homme de 18 ans qui avait grandi dans les services de protection de l'enfance, fuguent tous les deux de leurs domiciles respectifs situés en banlieue de Pasadena. Les deux amoureux avaient prévu de faire de l'autostop jusqu'au Mexique. Le soir même, Caroline, la maman de Regina, s'inquiète de ne pas voir sa fille rentrer, et a raison. Le jeune couple aura croisé un peu plus tôt dans la journée la route de Rhodes. Comme dans ses passages à l'acte précédent, le camionneur s'est d'abord débarrassé de Jones. On retrouvera son corps le 3 mars 1991 dans le comté de Lamar, dans le Mississippi, mais ce dernier ne sera identifié qu'en juillet 2008. L'auteur gardera captive Regina bien plus longtemps, lui infligeant par la même occasion toutes sortes de sévices. Il décide ensuite de tourmenter la famille de Regina en appelant ses parents. D'abord, il donnera rendez-vous anonymement à la mère de la victime. Cette dernière se rendra à l'épicerie indiquée par le mystérieux interlocuteur et attendra 2 heures sur place que l'individu se montre, mais rien ne se passera. On sait également que Rhodes a appelé à partir de cabines publiques le père de Regina, Jerry, à son domicile ainsi qu'à son travail pour le narguer au sujet de sa fille disparue. Il lui a même dit qu'il s'était permis de faire quelques changements sur elle en lui coupant les cheveux notamment. Tragiquement, lorsque le père lui demande si elle est encore en vie, il admettra l'avoir laissée dans une grange avant de raccrocher. On localisera les appels comme provenant d'Oklahoma City et de Ennis au Texas, où les forces de l'ordre ont ensuite déterminé que Rhodes travaillait au moment où les appels ont été émis. Le corps de la jeune fille est retrouvé quelques mois plus tard dans une grange de l'Illinois près de l'Interstate 70, à 320 km au sud-ouest de Chicago. La victime présentait 3 taches de naissance sur le cou qui coïncidaient avec celles de la jeune adolescente. On montre alors des photos du corps au père de Regina qui confirme qu'il s'agit bien de sa fille. La victime avait été torturée à l'aide d'hameçons avant d'être étranglée avec du fil de fer attaché à une poutre et tordue de nombreuses fois. Suite à ces découvertes, les profilers détermineront que l'auteur était un homme blanc, travaillant comme routier ou représentant commercial, qui n'était pas un tueur impulsif mais était un criminel multirécidiviste. C'est finalement tôt le matin du 1er avril 90 que Mike Miller, un officier d'État de la division de patrouille routière de l'Arizona, repère un camion sur le bas-côté de l'Interstate 10, tout près de Casa Grande. Les feux de détresse clignotaient. Il décide alors d'inspecter le véhicule, mais lorsqu'il monte à l'intérieur de la cabine, il découvre une scène horrifique. Une femme nue, identifiée plus tard comme étant Kathleen Vine, 27 ans, est menottée, attachée et elle hurle malgré le mors de cheval qu'on a disposé dans sa bouche. Son corps est recouvert de diverses blessures. Ses poignets sont abîmés par les menottes et elle a des marques de coups de fouet dans le dos et sur la poitrine. On a même perforé ses parties intimes et ses tétons. Un homme était également présent et s'est identifié comme étant le conducteur du véhicule. Après avoir échoué à expliquer la situation, Rhodes a remis une arme à feu de calibre 25 à l'agent Miller et a été arrêté et accusé d'agression sexuelle et de séquestration. On libère la victime grâce aux clés qu'on retrouvera dans l'une des poches du chauffeur routier, pendant que ce dernier manquera de s'échapper de la voiture de patrouille dans laquelle il était initialement confiné. La jeune femme sera, quant à elle, emmenée au poste de Casa Grande. Elle y raconte que Rhodes l'avait prise en stop 1 heure plus tôt au relais routier de Rib Griffin, au nord de Phoenix, et que les tortures ont commencé après qu'elle se soit assoupie près de lui. À son réveil, l'homme qui se faisait appeler Fouet et Chaîne l'avait attachée. Elle racontera également qu'elle s'était défendue, notamment en le mordant au niveau de l'épaule gauche. On relèvera en effet des traces de morsure sur l'auteur à l'endroit indiqué.
Dans le camion de Robert Ben Rhodes, les autorités ont retrouvé une mallette remplie d'outils, de jouets sexuels et d'instruments de torture que l'autostoppeuse a identifiés comme ayant été utilisés par le chauffeur sur elle-même. Les agents ont relevé la présence de godemichets, de pinces crocodiles, de menottes, de laisses, de fouets, d'aiguilles ainsi que d'hameçons. Un agent du FBI qui a examiné le contenu de la mallette l'a qualifié de kit de viol. Ce dernier affirmera également, au vu de la sophistication de son contenu, que Rhodes n'en était pas à son coup d'essai. En exécutant un mandat de perquisition au domicile de Rhodes à Houston, la police a trouvé des menottes avec une barre fixée au mur permettant d'attacher quelqu'un, des fouets, des magazines de bandage, beaucoup de bijoux, de maquillage et de vêtements féminins, et un tas de serviettes blanches dont l'une était maculée de sang. On sait justement grâce aux témoignages des 2 victimes qui ont survécu que Rhodes avait pour habitude de placer une de ses serviettes sous elle avant de commencer les tortures sexuelles. On trouve également des photographies de Walsh ainsi que de Regina Kay Walters prises à différents moments de sa captivité. On pouvait y voir que Rhodes lui avait pratiquement rasé la tête et lui avait coupé les poils pubiens. En analysant la quantité de repousses visibles sur certains clichés ainsi que les ecchymoses sur son corps, les experts ont pu déterminer que Walters avait été retenue captive pendant au moins 2 semaines après avoir vu son tortionnaire tuer son petit ami. Sur certaines photos, on peut voir la victime de 14 ans complètement apeurée dans la grange où l'on retrouvera son corps après que le routier l'ait obligé à enfiler une robe noire et des chaussures à talons. On sait aujourd'hui que cette série de clichés a été prise quelques minutes seulement avant qu'il ne tue l'adolescente. Dans l'appartement, les autorités mettront également la main sur la fameuse robe noire ainsi que sur le carnet de Regina contenant les numéros de téléphone de ses parents. On savait maintenant comment l'auteur avait pu les contacter au cours des mois précédents. Suite à ces découvertes, les forces de l'ordre croiseront ses journaux de bord avec les dossiers de jeunes femmes disparues sur sa période d'activité professionnelle de 75 à 90. On déterminera alors que le routier s'était rendu régulièrement dans plus de 20 États différents, ce qui en faisait un suspect possible dans un certain nombre de meurtres non résolus, et qu'il pouvait être, à lui seul, responsable d'une 50aine d'homicides allant jusqu'à 3 par mois à son apogée. Robert Ben Rhodes est décrit comme un homme rusé et très charismatique avec de grosses tendances au mensonge. C'est un point que l'on retrouve souvent et que l'on a déjà abordé, notamment avec Wayne Williams. En ce qui concerne l'intéressé du jour, on sait par exemple qu'il mentira à sa femme dès leur première rencontre au sujet de sa profession. Il lui faudra d'ailleurs des mois pour apprendre qu'il n'était pas réellement pilote. Banhart, un officier qui l'interrogera après son arrestation, affirmera qu'il était très doué pour avoir l'air normal et qu'il savait se montrer extrêmement persuasif. On sait par ailleurs que c'est un homme dans le contrôle. Sa femme décrira son appartement comme une pièce d'exposition dans un magazine de meubles, sa cabine sera décrite comme méticuleusement propre et sa mallette de torture comme très bien entretenue et bien rangée. Même en prison, on nous rapporte que sa chemise et son pantalon sont toujours repassés. Un autre élément intéressant est que Rhodes a essayé à un moment donné de devenir policier. Cette caractéristique est récurrente chez bon nombre de tueurs en série, comme par exemple chez Ed Kemper qui avait un lien de proximité particulier avec des membres des forces de l'ordre et avait postulé pour entrer dans la profession, ou encore Gérard Schaeffer qui lui l'était bel et bien. Concernant le parcours criminel de Rhodes, on peut aisément identifier la récolte de photos et de vêtements de victimes comme étant ses trophées de prédilection. Son mode opératoire, lui, peut varier. En l'occurrence, Rhodes utilisait aussi bien des armes à feu que la strangulation par ligature, et on le soupçonne aussi d'avoir utilisé des armes blanches. Sa signature, en revanche, ne change bien entendu pas et réside dans la tonte de la tête et du pubis de ses victimes féminines, comme on l'a vu précédemment. Au moment où il a été arrêté, Rhodes a affirmé s'être livré à ses activités criminelles durant une période de 15 ans. Et ce qu'on peut dire quant à son profil en tant que meurtrier est que c'est un tueur particulièrement méthodique et sadique. Ses déviances sexuelles seront soulignées dans la sphère privée d'abord, notamment par son épouse Deborah. Elle dira que son mari avait des pratiques sexuelles inhabituelles qu'elle qualifiera de dérangeantes.
Factuellement, Rhodes fréquentait assidûment le milieu échangiste et BDSM, il achetait énormément de magazines pornographiques dits hardcore et dépensait des fortunes en factures téléphoniques en raison de ses appels fréquents à des lignes érotiques. Il a aussi engagé un inconnu pour jouer l'esclave sexuel de sa femme sans son consentement. Deborah ira jusqu'à confier que lorsqu'elle avait été hospitalisée pour un lupus, Rhodes aimait la voir souffrir et qu'il trouvait sa douleur sexuellement stimulante. On se retrouve ici dans l'expression de ce qu'est le sadisme. Pour rappel, le sadisme dit sexuel dont l'auteur a fait preuve face à ses victimes renvoie au fait de ressentir de l'excitation ou du plaisir sexuel dans la souffrance psychologique ou physique d'autrui. On l'a déjà abordé dans la vidéo sur Peter Dupas. Ce qui est intéressant, c'est que des études ont démontré que l'essence du sadisme ne se situait pas réellement dans la souffrance de la victime, mais plutôt dans le pouvoir absolu exercé sur cette dernière. Chez ce genre de profil, on constatera donc des préférences pour les activités sexuelles coercitives avec une très forte récurrence d'asservissement total de l'autre. On sait par exemple que les agresseurs sexuels sadiques ont tendance à développer un monde secret fantasmatique dans lequel ils sont omnipotents et qui comprend un intérêt particulier pour la soumission d'autrui et sa souffrance. C'est ce qu'on retrouve avec la pornographie sadomasochiste qui imprègne les fantasmes de Rhodes. D'autre part, dans le modus operandi des meurtres sériels sadiques, on voit très souvent la victime se faire attacher et bâillonner. Et c'est un point que l'on retrouve parfaitement chez Rhodes, comme en témoignent les rescapés. Plusieurs auteurs du domaine de la psychologie souligneront l'importance pour l'agresseur que la victime soit consciente pour qu'elle ressente la douleur tout en étant entièrement dépendante. Et c'est encore une fois ce qu'on voit chez les victimes de Rhodes, qu'il garde consciente jusqu'au bout et avec lesquelles il joue par le biais de différentes violences ou encore en prenant ses photos sordides. Enfin, on a mis en avant dans la littérature scientifique des éléments fréquemment associés au sadisme sexuel, comprenant entre autres l'usage d'une arme, l'enlèvement de la victime suivi par sa séquestration, l'usage de la torture, l'humiliation ou encore les mutilations. Autant de caractéristiques que l'on retrouve dans chaque passage à l'acte du routier. Par ailleurs, et selon le profiler et agent du FBI Mark Young, l'auteur est un homme particulièrement manipulateur dont la dynamique repose sur un sentiment de terreur. Et en effet, on a maintenant compris que Rhodes était intéressé par un niveau de soumission tel qu'il ne nécessiterait aucune chaîne physique. Il avait par exemple dit à Shanna Holtz de s'asseoir et d'être une bonne fille alors qu'elle n'était pas attachée, et certains témoins rapporteront avoir aperçu Regina à Chicago se tenant librement et dans un lieu public devant le camion de son bourreau. Rhodes commencera son incarcération au centre correctionnel de Stateville avant de finalement plaider coupable de meurtre au premier degré concernant l'affaire Regina Walters et d'être condamné pour ces faits par une cour de l'Illinois en 1994. Il sera extradé du centre correctionnel de Pontiac vers l'Utah en 2005 avant d'être jugé pour la mort de Walsh et Ziskowski. Toutefois, et conformément aux demandes des familles des victimes, les charges ont finalement été abandonnées en 2006 et Rhodes sera donc renvoyé dans l'Illinois. Il est ensuite extradé au Texas où, en échange de l'abandon de la peine de mort, l'accusé a plaidé coupable et a été condamné à une deuxième peine de prison à vie. C'était l'une des rares occasions où j'étais au tribunal, où l'accusé entrait et où vous ressentiez le mal. Les poils de mon bras se dressent en ce moment même en parlant, a déclaré Steve Smith, premier assistant du bureau du procureur du 112e district du Texas. En 2015, les forces de l'ordre ont partagé une photo d'une jeune femme prise par Rhodes dans son camion en 1985 sur Facebook. Les autorités ont supposé que la femme était une autre victime du tueur et cherchaient donc à récolter des témoignages qui aideraient à l'identifier. C'est alors que Pamela Milliken, 52 ans, est tombée sur une de ses publications. Elle expliquera plus tard qu'en parcourant son fil d'actualité sur Facebook, elle avait vu un message demandant de l'aide pour identifier une possible victime sur une photo du célèbre Robert Ben Rhodes, le tueur des relais routiers. Elle s'est alors directement reconnue. Elle racontera qu'elle faisait de l'autostop pour aller retrouver son frère à Winnipeg et qu'au moment du coucher de soleil, elle est montée dans le camion de Rhodes au niveau de White City.
Elle se souvient qu'il lui a dit qu'il gardait des photos de ses passagers afin qu'il puisse les montrer aux policiers au cas où quelqu'un le volerait et s'enfuirait. Après ce court échange, l'homme aurait montré du doigt un panneau sur son tableau de bord qui disait « Cash, grass or ass ». Autrement dit, personne ne roule gratuitement. La jeune autostoppeuse n'avait ni argent ni substance, ils auront donc ce qu'elle décrira comme une relation sexuelle consensuelle avant qu'il ne la dépose à la gare routière de Winnipeg. D'autre part, courant 2012, une autre femme prénommée Vanessa Veselka, écrivaine de carrière, apportera elle aussi son témoignage. Elle raconte qu'en 1985, quand elle avait 15 ans, elle décide de quitter son domicile familial en plein hiver en raison de sa relation conflictuelle avec sa mère et de faire du stop au sud de New York. Elle était initialement accompagnée par son petit ami de 21 ans, mais environ 6 semaines après leur départ, ils se séparent suite à une dispute et repartent chacun de leur côté. Elle explique qu'au cours de l'été de cette même année, on retrouve le corps d'une jeune adolescente autostoppeuse dans la benne à ordures d'un restaurant de relais routier non loin de Martinsburg, en Pennsylvanie. Elle pense alors que ça aurait pu être elle. Quelques jours plus tard, la jeune Vanessa monte avec un énième camion sur l'Interstate 95. Elle confie. Il portait une chemise à boutons en coton dont les manches étaient soigneusement retroussées sur ses biceps et avait la cabine la plus propre que j'ai jamais vue. Il devait avoir l'air bien, sinon je ne serais pas montée dans le camion avec lui. Une fois sur la route, cependant, il a changé. Il a arrêté de répondre à mes questions. Il est devenu plus grand sur son siège et les muscles de son visage se sont détendus en quelque chose d'arrogant et de vide. Puis il a commencé à parler de la fille morte dans la benne à ordures. Il a arrêté le camion sur le bas-côté de la route, près d'un bois, a sorti un couteau de chasse et m'a dit d'aller à l'arrière de la cabine. J'ai dit que je savais qu'il ne voulait pas le faire. J'ai dit que je n'irais pas voir les flics jusqu'à ce qu'ils me regardent et que je me taise. Il n'y aurait plus de discussion. Je savais dans mon cœur que c'était fini. Puis il a dit un mot. Cours. Sans regarder en arrière, j'ai couru dans les bois et je me suis cachée. J'y suis restée jusqu'à ce que je voie le camion s'engager sur l'autoroute. J'étais encore sous le choc. Je suis retournée sur la même route et j'ai commencé à faire du stop vers le sud. Je ne suis jamais allée voir la police et je n'ai rien dit à personne pendant des années. L'autrice raconte que plus tard, un ami lui a envoyé le lien d'un reportage sur un tueur en série du nom de Robert Ben Rhodes en lui demandant si c'était l'homme dont elle avait croisé la route. Je ne l'ai pas reconnu sur les premières photos, mais lorsque j'ai trouvé des photos de lui plus jeune, son visage m'est devenu plus familier. Les lunettes étaient les mêmes, la courbe des pommettes et quelque chose dans l'expression, en particulier la bouche. Il y avait la même arrogance neutre. Suite à tout cela, elle travaillera avec les agents retraités du FBI, Mark Young et Robert F. Lee, qui avaient tous deux été en charge de l'affaire pour tenter d'établir un lien entre l'homme qui l'avait menacé et le tueur en série. Elle a également réussi à entrer en contact avec Rhodes lui-même, qui déclarera accepter de la rencontrer si elle promettait de ne rien révéler et exigeait une compensation financière. En écho avec ce témoignage, et surtout en réponse au nombre croissant de cadavres trouvés le long des autoroutes américaines, les fédéraux ont rendu public courant 2009 un programme portant sur les meurtres en série dans ce contexte. À ce jour, le FBI comptabilise plus de 750 corps retrouvés près d'autoroutes, dont beaucoup sont des prostituées et des autostoppeuses. On dénombre également environ 450 suspects potentiels, dont la majorité occupe la profession de chauffeur routier longue distance. Ce programme fédéral a déjà permis d'arrêter plusieurs auteurs d'homicides. Si pour finir on s'intéresse à ce que les protagonistes de l'affaire sont devenus aujourd'hui, on sait que Deborah Davis vit maintenant à College Station, au Texas, et qu'elle participe à des conférences sur les violences domestiques. Malgré sa résilience et ses tentatives pour laisser cette histoire derrière elle, elle reçoit toujours des lettres de son ex-mari. Rhodes, quant à lui, est donc toujours en vie et continue de purger sa peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle au centre correctionnel de haute sécurité Ménard à Chester, dans l'Illinois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à me faire part de ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez me laisser un petit like, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo comme d'habitude. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prenez soin de vous. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying
yellow